Bonsoir à tous, bienvenue, le magazine Afrique, c'est chaque semaine sur i24 News et cette semaine, eh bien, deuxième volet de notre série de reportages réalisés en Ouganda dans les pas d'une délégation du mouvement Keren Ayesot. C'est parti pour le sommaire. Vous ferez d'abord connaissance avec un peuple à l'histoire singulière, les Abayou Daya. Ce sont des juifs africains en Ouganda et leur histoire, vous le verrez, est tout à fait étonnante. Et puis, comment l'agence juive en vient-elle à financer un projet éducatif dans un village reculé d'Ouganda via le Keren Ayesot? Ce sera le deuxième reportage que vous verrez dans cette émission. Alors, on va donc vous emmener à la rencontre d'un peuple à l'histoire singulière qui vit en Ouganda. Il s'agit des Abayou Dayas, littéralement le peuple de Juda, car ses membres pratiquent le judaïsme depuis près d'un siècle. C'est un reportage de notre envoyé spécial, Pierre Clochandler. Il faut traverser la forêt équatoriale, franchir le Nil bleu, longer rizières et plantations de thé. 4 heures de route plus tard, nous stoppons à un carrefour non loin du Kenya. C'est jour de marché, jour de fête hebdomadaire pour les habitants chrétiens, musulmans et juifs de ce district. Yoash Mayende nous attend sur sa moto, son talit ou châle de prière fixé à la selle. Yoash représente une communauté de 350 âmes. 2 à 3 000 habitants de la région se définissent comme juifs. Abayou Daya, peuple de Juda, en Ouganda. Chef de guerre d'une province orientale de l'Ouganda coloniale, Semei Kakungulu a converti sa communauté au judaïsme il y a exactement 100 ans. Personne ne nous a dit d'être juifs, ni les orthodoxes, ni les conservateurs, les réformistes ou les reconstructionnistes. Cela émane de notre souhait de lire la Torah et de la comprendre. Nous avons décidé d'être juifs. Amagada, l'ancien du village, le Mzé, nous attend. Descendant de la première génération d'adhérents ougandais au judaïsme, Eli Kadoua est le rabbin coutumier de cette communauté. Coutumier, car ce sont les fidèles qui l'ont intronisé. La synagogue a été reconstruite par ses soins il y a une quinzaine d'années. Lorsqu'il prend le pouvoir dans les années 1970, Idi Amin interdit la pratique du judaïsme, ordonne la destruction des synagogues, persécute les juifs, les force à abandonner leur religion. Les plus déterminés vont prier en cachette pour le salut de leur foi. La communauté se réduit à une peau de chagrin. Officier de carrière dans l'armée ougandaise pendant 28 ans, déserteur sous Idi Amin, emprisonné, fugitif, réfugié en Somalie et de retour en Ouganda après la chute du tyran, il ramène à la vie sa communauté perdue. Ma première mission fut d'aller de maison en maison organiser des services de Shabbat pour savoir combien de gens pratiquaient encore la religion. Eli Kadoua va croiser le destin d'Israël par 2 fois, quand il vient en Israël dans le cadre d'une formation militaire, quand Israël vient à lui. Quand les Israéliens ont fait le raid sur Entebbe, j'y étais. Je ne voyais rien parce qu'ils avaient coupé le courant. En entendant les tirs, je me suis enfui. Legs de l'ère Idi Amin, les Abayou Daya sont juifs dans la pauvreté. La province a subi une famine il y a 2 ans en raison d'une sécheresse prolongée. Nos parents ne sont jamais allés à l'école, ont vécu dans la peur. Ils ne pouvaient s'épanouir, déclarer ouvertement « Je suis juif, je veux aller à l'école ». Notre génération est plus instruite. Yoash est le fils spirituel du rabbin. En 2015, grâce à des fonds distribués par des donateurs américains du courant reconstructionniste, il fonde l'école primaire juive Tikkun Olam de Namutumba. Le pensionnat a tant de succès que les familles chrétiennes et musulmanes y envoient leurs enfants. 360 élèves âgés de 3 à 15 ans y étudient, dont une centaine d'enfants juifs. Les besoins sont grands.
en électricité, lits et moustiquaires, en eau. Tikkun Olam veut dire réparer le monde. Au lieu de planter des arbres, je plante des graines de connaissances chez nos enfants qui les partageront avec d'autres. Le savoir, c'est le pouvoir. Les Abayou Daya vivent quasiment en vase clos. Yoash maintient que la communauté ne compte pas quitter Namutumba pour Israël. Nous ne sommes pas sionistes. Nous sommes juifs parce qu'il y a des juifs dans le monde qui croient en Dieu. Nous croyons en Hachem, un Dieu pour tous. Petites et grandes classes préparent un spectacle. À l'honneur, l'inauguration d'une nouvelle cuisine. Enfants juifs, chrétiens, musulmans, dansent, dansent, dansent. Font chorus à l'africaine. Le rythme primordial, le battement de cœur d'une jeune génération qui s'affirme dans l'harmonie en tant que juive. Voilà, on est dans un domaine tout à fait particulier, pointu de ce judaïsme africain, et on va en parler justement avec quelqu'un qui a bien étudié le sujet. C'est Edith Bruder qui est avec nous depuis Paris. Bonjour à vous, Edith Bruder. Vous êtes anthropologue, vous avez écrit ce livre qui s'appelle Black Jews, justement, qui est consacré au judaïsme sur le continent africain, les juifs noirs d'Afrique et le mythe des tribus perdues. On va y revenir aussi parce que c'est quelque chose d'important. D'abord, un mot sur ces Abayou Dayas que vous connaissez bien. Pourquoi est-ce que, tout d'un coup, ces Africains ont décidé de rencontrer le judaïsme alors que rien ne les prédestinait à cette rencontre? Non seulement ils ont décidé de s'engager dans la voie du judaïsme, mais ils l'ont décidé sans avoir jamais eu de contact avec des juifs. Il faut remonter à l'origine du mouvement avec le personnage principal de cette révélation, c'est qui a été cité Samei Kakungulu. Kakungulu était un chef militaire qui s'est allié aux Britanniques. Il avait l'espoir d'être nommé par eux Kabaka, c'est-à-dire roi de sa région. Et lorsque ses espoirs ont été déçus, il s'est tourné vers la religion et a quitté ses activités militaires pour étudier l'Ancien Testament. Il faut dire qu'il était protestant, après avoir fréquenté plusieurs églises évangélistes. Son étude de l'Ancien Testament l'a convaincu extrêmement rapidement du bien fondé de la théologie de l'Ancien Testament en ce qui le concernait. Il a rejoint une secte, les Bamalaki, qui déjà pratiquaient les mêmes principes. Et puis il les a quittés parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur tout, notamment sur la circoncision. C'est à partir de ce moment-là que Kakungulu a décidé qu'il était juif, il s'est fait circoncire et il a engagé son entourage proche. Il faut dire qu'il était très entouré, très reconnu, à en faire autant. Ça, c'est une première étape. La seconde étape est qu'il a traduit en Luganda, la langue locale, certains principes de l'Ancien Testament qu'il a pu faire circuler. Et la troisième étape importante, c'est sa rencontre avec Joseph. Joseph était un marchand juif de Mbale. Comment ils se sont rencontrés, pour l'instant, je ne sais pas. Je n'ai toujours pas trouvé comment s'est faite cette rencontre. Mais Kakungulu, qui avait une grande force de persuasion, a convaincu Joseph de le suivre. Et Joseph a passé 6 mois dans leur village et a enseigné à ce groupe qui respectait en même temps l'Ancien Testament, mais qui croyait en Jésus, leur a enseigné les principes fondamentaux du judaïsme, toutes les fêtes, tous les rites, l'abattage rituel. Et là, à partir de là, ils ont renoncé aux principes du Nouveau Testament. Ça, c'est le grand tournant de cette communauté. Donc en fait, c'est une communauté qui a auto-acquis les principes du judaïsme sans aucun contact avec aucun juif qui ait pu les inspirer. Il n'y a que Joseph qui a pu les éduquer en quelque sorte et les former. Puis Joseph est parti
Et il avait laissé à Kakungulu une Bible en hébreu et en anglais. Là-dessus, Joseph s'est mis à traduire en Luganda pour tous ceux qui l'entouraient les principes essentiels. Et puis il est mort sans avoir pu terminer. Il avait quand même eu le temps de créer, à côté de chez lui, un bâtiment qu'il avait appelé Jewish Church. Donc il avait semé et ses disciples ont vraiment pris la suite. Le nombre de disciples à cette époque-là tournait autour de 2000. Puis il y a eu des difficultés économiques de toutes sortes. Bien avant Idi Amin, la communauté était réduite à 200 ou 300, les enfants n'étaient plus éduqués dans la religion, etc. Bien avant Idi Amin. Par chance pour cette communauté, très inspirée, un diplomate israélien, Harry Oded, en 1960, il était en poste là-bas, a appris leur existence et c'est lui qui a révélé au monde entier leur engagement dans le judaïsme. Il a été suivi par Ben Ziv, qui considérait que c'était le début de l'implantation du judaïsme en Afrique et qui trouvait que c'était une évidence. À partir de là, ils ont reçu des soutiens. Et puis il y a eu l'époque Amin Dada où ils ont été obligés de se cacher et de ne plus pratiquer, mais il restait un noyau dur. C'est ce qui a permis, à la fin de l'époque Amin Dada, dans les années 79-80, ce qui a permis à la communauté de reprendre un souffle et de réexister, mais elle avait beaucoup de difficultés à subsister. Alors, vous restez avec nous, Yves Brunner, parce qu'on va parler maintenant d'un des combats de cette communauté qui veut être reconnue comme étant une communauté juive à part entière, même si, on l'a entendu, ils ne souhaitent pas venir en Israël. On n'est pas sionistes, disait tout à l'heure dans le reportage de Pierre, un de leurs représentants. Ils aimeraient quand même être reconnus par la communauté juive orthodoxe d'Israël. C'est le deuxième reportage de Pierre Clochenberg. Shalom, shalom. Une rencontre hors du commun entre une délégation française de la branche financière de l'agence juive et des représentants de la communauté Abayudaya. Fondée il y a 10 ans pour lutter contre l'assimilation, la communauté juive ougandaise de Kampala compte 80 membres, pour la plupart des étudiants et des jeunes couples. Leurs synagogues et centres culturels sont subventionnés par le mouvement conservateur. Pour être reconnu comme juif ici, il faut s'être converti au judaïsme et le pratiquer depuis longtemps, ou que vos ancêtres l'aient pratiqué. Avoir fait sa bar ou bat mitzvah, manger kasher est notre mode de vie. C'est dur de respecter, mais nous persévérons. Nous sommes végétariens. Quel est votre rapport à Israël? L'agence juive admet notre existence. Le gouvernement israélien ne nous reconnaît pas comme juifs. Ils disent que tous les Africains viendront en Israël. Il y a des gens qui voudraient monter en Israël? Il y a des membres qui ne ressentent que le besoin d'être reconnus par Israël, à l'instar des communautés de diaspora. Qu'Israël soit le foyer de tous les juifs sans distinction d'origine ni de couleur de peau. Soyez en rapport avec des organisations israéliennes susceptibles de vous reconnaître et avec des organisations juives mondiales. Cela vous sera très utile pour acquérir plus d'influence au sein de l'État d'Israël. Questionner les Abayudaya sur leur judaïsme, c'est un peu se remettre en question soi-même en tant que juif. Et questionner les relations qu'entretient l'État juif avec la diaspora. Nous allons sortir de cette salle sachant que nous étions parmi des juifs, c'est évident. Mais vous n'êtes pas reconnu par le grand rabbinat d'Israël. Je ne souhaite pas m'immiscer dans les questions et difficultés de politique israélienne, mais il est vrai que votre proximité avec le mouvement conservateur ne contribue pas à votre acceptation par un grand rabbinat orthodoxe. Et c'est bien dommage. Les Abayudaya se sentent isolés. Le rabbinat et l'État d'Israël ne les reconnaissent pas officiellement comme juifs. D'ailleurs, la plupart des juifs et des Israéliens ne connaissent même pas leur existence. Quant aux Ougandais, c'est la même chose. Ils n'ont jamais entendu parler d'une communauté juive ougandaise ici. Le salon de beauté La Foi en Dieu se trouve à une centaine de mètres à peine du centre communautaire juif de Kampala. Vous n'avez jamais entendu parler de juifs en Ouganda ?
La congrégation s'est rassemblée pour l'office du soir. Une prière silencieuse est sur toutes les lèvres, dans tous les cœurs. Sinon l'an prochain à Jérusalem, être au moins reconnu comme juif parmi les juifs. Alors on est toujours avec Edith Bruder, qui est anthropologue, qui connaît bien cette communauté des Abayoudaïa. Pourquoi est-ce que c'est important, Edith Bruder, pour cette communauté d'être reconnue par le rabbinat orthodoxe d'Israël? Finalement, ils pourraient continuer à pratiquer comme ils l'ont fait depuis un siècle. Pourquoi est-ce qu'ils veulent être reconnus absolument? Écoutez, ils veulent faire partie de la diaspora juive. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour cela. Il faut quand même dire qu'il y a eu en 2002 une conversion collective de 2000 personnes par des rabbins israéliens et américains, conservateurs bien sûr. Alors, ils ne sont pas reconnus par tous, mais on ne peut pas dire qu'ils soient à la marge. Ouais. Alors, on ne peut pas dire qu'ils soient non plus rejetés. Mais vous avez parlé dans votre livre de ces juifs d'Afrique qui se considèrent parfois comme des descendants des tribus d'Israël. Et vous dites, vous, c'est un mythe, ça n'existe pas. Eux ne se considèrent pas comme descendants de tribus d'Israël. Alors, d'abord, le fait de dire que c'est un mythe ne veut en rien, excusez-moi, dire que ça n'existe pas. Si je reviens à des définitions récentes du mythe par Malinowski ou par Mircea Eliade, le mythe est une réalité, c'est une matière vivante qui est alimentée par une légende, mais qui prend corps complètement, qui prend substance dans notre existence. Donc dire qu'ils se réfèrent au mythe des tribus perdues ne veut en rien dire qu'ils se réfèrent à un événement totalement, à des circonstances fictives. Le mythe existe, le mythe est humain, le mythe se nourrit de réalité et de légendes. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut éclaircir, c'est important. L'autre point, c'est que les Abayoudaïa n'ont jamais dit qu'ils étaient descendants des tribus. Il y a d'autres profils, les Igbo du Nigeria, au Ghana, bien d'autres se réfèrent en Côte d'Ivoire. Mais il y a également, depuis le début du XXIe siècle, des communautés au Kenya, au Cameroun et ailleurs qui adoptent le judaïsme de même que l'ont fait les Abayoudaïa, sans pour autant considérer qu'ils sont descendants des tribus. Donc, parmi toutes ces communautés très hétérogènes d'Afrique, il y a différents modèles d'adhésion. Le résultat final est toujours le même. Ils font partie du peuple juif, que ce soit par choix ou que ce soit biologique, comme certains le considèrent. Quel avenir vous voyez justement à ce judaïsme africain? Est-ce que vous pensez qu'il peut se développer ou est-ce que ce sont des communautés qui vont vivre en autarcie quasiment? Alors, à la fois, ils vivent en autarcie. Vous disiez dans le sujet précédent, le petit reportage précédent, qu'en Ouganda, bien des gens autour ne connaissaient pas leur existence. En même temps, c'est une traînée de poudre. Moi, je suis pas mal sur le terrain en Afrique. Je peux vous dire que je suis stupéfaite par le développement du philosémitisme en Afrique. C'est vraiment extraordinaire de voir à quel point les Africains sont philosémites. Alors après, entre le philosémitisme et l'affiliation au judaïsme, vous me direz qu'il y a un pas, il est vite franchi. Il est extrêmement vite franchi. Et pour répondre à votre première question, qui est très intéressante, je vais vous dire que les projections des Nations Unies annoncent qu'en 2100, 40% de la planète sera africaine. Donc je pense sincèrement que le judaïsme africain est en train de changer, d'une part, le paysage des religions en Afrique. Jusqu'au siècle dernier, il n'existait pas de judaïsme en Afrique. Et puis il est en train de changer le paysage du judaïsme tout court.
Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Edith Bruder, anthropologue. On remonte la couverture de votre livre, Black Jews, les Juifs noirs d'Afrique et le mythe, donc qui ne signifie pas, vous avez bien fait de le préciser, que ça n'existe pas, le mythe des tribus perdues. Merci aussi d'être venu, malgré votre petit problème de voix, mais on a très bien compris votre discours. Merci beaucoup d'être venu dans Afrique. On reste toujours en Ouganda parce que c'est une des missions méconnues de l'Agence juive et du Keren Hayesod, dont l'action n'est pas seulement limitée à Israël ou communauté juive de la diaspora. Financer par exemple un projet éducatif dans un coin très reculé de l'Ouganda, c'est aussi ce que peut faire l'Agence juive et le Keren Hayesod. Reportage Pierre Plechendler. Ces enfants ougandais de primaire participent à un projet d'éducation informelle mené par l'Agence juive. Contrairement à ce qu'on enseigne à l'école, c'est ok de colorier un éléphant en bleu ou en rose. À l'école, c'est plus strict. Les éléphants sont soit gris, soit noirs. Les enfants s'exercent à faire des origamis, à dessiner des portraits sans poser les yeux sur la feuille, à utiliser des matériaux recyclés pour en faire des jouets. Cela change le mode de pensée des élèves et améliore leur capacité de lecture et d'étude. Ils progressent. Le développement, changer la vie des gens pour le mieux, est un noble objectif qui ne manque pas de prétention. Ces volontaires israéliennes viennent de terminer leur service militaire. Devant des délégués du Keren Hayesod, branche financière de l'agence juive, elles expliquent que cette mission les a aussi changées. Quand des Blancs viennent en Afrique, ils traitent les gens avec pitié, ils ne voient que ce dont ils ont besoin. Oh, les pauvres, ils n'ont rien, au lieu de voir ce qu'ils ont. TEN, donné en hébreu, est un projet établi en Israël et dans 8 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique centrale. Sa devise, « Soyez le changement que vous souhaitez au monde », engage les volontaires à redéfinir leur relation à l'autre. Je traite les enfants d'égal à égal. Ils ne sont pas censés passer leur temps à attendre qu'un Blanc leur donne quelque chose. Ils sont suffisamment forts. Venant d'un pays qui ne cesse de se développer, ces jeunes Israéliennes adoptent les méthodes pédagogiques plus formatives qu'informatives qui les ont formées dans leur enfance, pour les adapter aux besoins d'enfants issus de pays en voie de développement. Ils ont ciblé le projet et ils sont très clairs, je pense, sur leurs limites et c'est ça qui les rend, je pense, plus forts finalement, parce qu'à vouloir tout faire, on fait tout mal. Tout le monde y gagne, y compris les volontaires. Après chaque activité, on en parle. En quoi cela nous concerne? Pourquoi ça fait partie de notre identité? Comment cette expérience définit notre rôle en tant que futur acteur juif de changement au sein de notre communauté? Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Mais si je ne suis que pour moi, qui suis-je? Je pense que ça résume très exactement ce que peut faire l'agence juive. Il faut évidemment aider, s'entraider, nous, les juifs dans le monde, mais il faut également s'ouvrir à ce monde. La confiance en soi, l'aptitude à résoudre des problèmes, le resserrement des liens communautaires sont autant de compétences que les enfants et les volontaires apprennent à acquérir par le biais de ce projet. Alors la quête de son identité, on en parlait tout à l'heure avec les Abayou-Dayas d'Ouganda, mais ça concerne aussi beaucoup d'autres personnes. L'exemple de ces Africains installés au Brésil depuis des siècles et qui repartent à la quête de leurs ancêtres via l'ADN, Myriam Aman. L'Afrique fait partie intégrante de l'identité culturelle et sociale du Brésil. Plus de la moitié de la population est noire ou métissée. Plus de 100 millions d'Afro-Brésiliens ignorent pourtant leurs origines parce que les registres et les papiers des anciens esclaves ont été détruits. Le projet Brésil ADN Afrique a été créé justement pour tenter de leur apporter une réponse grâce à des tests ADN. Objectif, renouer les liens rompus par l'esclavage. Les retrouvailles avec ses racines sont importantes pour n'importe quelle personne. Je pense que tout le monde doit savoir qui sont ses parents, ses grands-parents, d'où ils viennent, où ils vivaient et comment ils vivaient. Si vous n'avez pas cette information se perd. Et c'est comme si vous étiez perdu dans le monde. Comme si... Une actrice brésilienne, Zezé Mota, qui a incarné au grand écran le rôle d'une esclave légendaire, était persuadée de venir de la tribu des Gourousni en Côte d'Ivoire. Elle a participé au test ADN du projet. Regardez la surprise.
Un de mes rêves était d'aller en Côte d'Ivoire. Et lorsque je découvre les résultats des tests ADN, je découvre que non. Que cette recherche élaborée prouve que je viens du Nigeria. Pour moi, c'était un mélange de surprise et de grande émotion. Maintenant, j'ai envie d'aller au Nigeria. Ce type de projet ADN existe également aux États-Unis. Des Afro-Américains cherchent eux aussi des réponses. Certains en ont trouvé et se rendent dans le pays de leurs ancêtres vendus en esclavage. Un moment très émouvant où ils se connectent à leurs racines. Regardez. Je ne m'attendais pas à pleurer pendant la cérémonie du Durbar, mais je me suis sentie tellement connectée. Et je regardais les gens et je me disais, oh mon Dieu, ces gens sont peut-être de ma famille. Ces personnes ont peut-être connu mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. En août 2019, on commémorait les 400 ans du début de l'esclavage. Selon les dernières études, près de 400 000 Africains auraient été débarqués en Amérique du Nord et plus de 4,5 millions au Brésil pendant la période de la traite négrière. Et ils n'ont pas perdu uniquement leur liberté, leur identité a été complètement effacée. Grâce au test ADN, ils peuvent aujourd'hui découvrir d'où ils viennent et qui sait peut-être reconstituer l'histoire de leurs ancêtres. Allez, avant de se quitter, les cartes postales vidéo venues d'Afrique, d'où vous nous regardez. Hello viewers, my name is Fanta Koma from Gambia, the smiling coast of West Africa. I'm in the pepper farm in Israel, in the community of Musaf, picking pepper. Voilà, vous laissez tous ces messages sur la page i24 News Facebook du magazine Afrique. On va se quitter avec des images étonnantes. Un rabbin américain messianique, Kurt Schneider, qui était au Nigeria pour fêter avec un peu d'avance Hanouka en compagnie de Nigérians. Regardez ce que ça donne et à la semaine prochaine. Salut.